Planète Mongabay, le podcast de la rédaction de Mongabay Afrique. Nous donnons la parole aux acteurs clés de l'environnement sur le continent africain. Politiciens, ONG, sociétés civiles, entrepreneurs, communautés, notre émission invite celles et ceux qui décident, agissent, entreprennent et se battent pour l'écologie. Bienvenue sur Planète Mongabay. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Planète Mongabay, consacré à l'adaptation de l'Afrique face au changement climatique. Le continent est particulièrement exposé aux événements climatiques extrêmes et perd chaque année entre 2 et 5% de son PIB pour y faire face. Quelles solutions pour renforcer sa résilience face à ces catastrophes? On en parle dans cet épisode. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre. Viens sous l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre, aujourd'hui, on retrouve Prosper Dodiko, ministre de l'Environnement du Burundi. Selon la Banque mondiale, son pays perd chaque année 38 millions de tonnes de sol en raison de la dégradation de ses terres. Nous lui avons demandé comment son gouvernement réagit face aux effets du changement climatique et quelles mesures sont mises en place pour les atténuer. Écoutez ses réponses au micro d'Elodie Toto. Comment se caractérise le dérèglement climatique au Burundi? Le Burundi, comme les autres pays, subit les effets du changement climatique à différents niveaux. Comme vous le savez, nous venons de traverser une période de pluvieuses et nous avons assisté à une montée des eaux des eaux d'Irak et Tanganyika et qui a endommagé que ce soit les champs, des maisons. Nous avons observé aussi des glissements de terrain avec bien sûr l'apparition des ravins et qui séparent même des quartiers. Et on voit que finalement, il y a des actions urgentes à faire. Donc, d'un côté, les pluies ont été abondantes pour l'agriculture, mais de l'autre côté, où ça a été plus intense, on a observé qu'en même temps, ça a posé des ennuis. Quelles actions urgentes mettez-vous en place? Maintenant, nous sommes à l'étape de mobilisation des fonds pour relocaliser les ménages concernés et surtout procéder à la réinstallation et trouver d'autres sources de revenus pour les ménages affectés, au moins pendant quelques mois. Vous avez mentionné les pluies abondantes, mais votre pays est aussi confronté à des sécheresses. Quel impact cela a-t-il sur la sécurité alimentaire? Quand on parle de changement climatique, on peut même résumer en disant que ce sont des conditions extrêmes de l'eau. Parce que si l'eau manque, on a la sécheresse. Si l'eau est en excès, on a les inondations. Et donc, on peut résumer le changement climatique comme étant l'apparition de ces conditions extrêmes, qui est les inondations et la sécheresse. Et tous les deux phénomènes ont été observés au Burundi comme dans les autres pays. Nous avons connu une sécheresse dans les années passées, mais qui malheureusement donc, a posé aussi une perte. Quelles mesures concrètes votre gouvernement prend-il pour aider les populations à faire face à ces phénomènes climatiques extrêmes? Il y a plusieurs actions. Vous pouvez reboiser, vous pouvez prendre des arbres agroforestiers, mais le plus important et le plus urgent, c'est aussi de se souvenir que l'eau ne peut pas être disponible au moment opportun. Nous devrons la conserver. C'est-à-dire que l'une des actions importantes, c'est de conserver l'eau de pluie. Ça permet d'éviter l'érosion. Et en même temps, ça permet de disponibiliser de l'eau qui sera utilisée pendant la saison sèche. Les villes durables, qui visent à repenser l'urbanisme pour les rendre plus résilientes, sont de plus en plus au cœur des discussions. Que pensez-vous de ces initiatives? Est-ce un modèle qui pourrait vous intéresser? Oui, c'est une bonne réflexion. Nous avons constaté, que ce soit dans mon pays ou dans les autres pays, que les gens n'ont pas pensé à l'activité préliminaire. L'activité préliminaire, c'est-à-dire qu'il faut un schéma d'aménagement du territoire où on définit la vocation des terres. Et cette vocation, c'est là où on doit déterminer les espaces dédiés aux constructions, les espaces agricoles et les espaces même à protéger. Mais on se retrouve dans une situation où on a construit sans avoir mis en évidence ce genre de schéma. Et nous nous retrouvons dans des conditions où le ménage ou la population a déjà construit dans les zones agricoles
dans les zones protégées et ça donne des conséquences. Alors, que faut-il faire maintenant? Vous voyez, par exemple, dans mon pays, je vous dis que le gouvernement du Burundi a décidé de délocaliser les ménages qui se trouvent dans les zones que je peux appeler non habitables parce que ce sont des zones qu'on devrait protéger. Et aussi, la mise en place des schémas, que ce soit national ou provincial, d'aménagement du territoire, c'est ça qui doit le permettre d'orienter les gens quand ils veulent mener des activités, que ce soit de construction, que ce soit de type agricole. Pour notre invité, la conservation de l'eau de pluie permettrait de limiter l'érosion des sols. Mais que se passe-t-il lorsque ces sols deviennent totalement arides? Dans cette partie dédiée à la voix des communautés, direction Bintangungu dans la région de Tombouctou au Mali pour comprendre le phénomène de l'ensablement. Écoutez cette interview croisée d'Aminata Kola Maïga, victime de l'ensablement, et d'Ama Boubakrine, élu communal de la ville, au micro d'Abalkaï Sissé et Jérémy Marc. Depuis 2 ans, les dunes de sable s'avancent. Et aujourd'hui, le sable a englouti la moitié de ma maison, a englouti la moitié du village. Ici, nous sommes au bord du lac Fagibine qui était une mer à l'époque. L'avancée du désert est consécutive aux sécheresses. C'est le changement climatique qui a fait que nos lacs sont taris. Il y a aussi l'action de l'homme sur l'environnement qui a fait que les quelques arbustes qui existaient, les gens les coupaient pour des besoins de bois de chauffe, pour des besoins de charbon. Et il y a également l'insuffisance de l'eau même. L'eau qui est là aussi n'est pas de bonne qualité, ça crée des maladies hydriques. Aujourd'hui, avec les dunes de sable et l'assèchement de lacs, l'agriculture, l'élevage, la pêche sont moins pratiquées. Ça crée l'exode massif des jeunes qui n'ont plus d'activité ici, qui sont partis. Si vous partez dans les villages, il n'y a que les vieux hommes et les femmes qui sont là. Tous les bras valides vont vers d'autres localités pour chercher des activités et faire survivre ceux qui sont là. Pour stopper cette avancée du désert, on doit fixer les dunes. On doit planter les arbres. S'il y a beaucoup d'arbres, on pense que les dunes vont rester sur place. Planète Mongabé. Et maintenant, place au pitch. Dans chaque épisode, nous invitons une ou un entrepreneur à venir partager son expérience, ses idées, le tout en moins d'1 minute. Nous restons au Mali où l'irrigation des champs reste un défi majeur pour les paysans, frappés par la sécheresse et la chaleur extrême. Face à ce problème, Abdrahman Aïdara a eu une idée. On écoute son interview par Albakai Sissé. Ici, nous irriguons notre champ par le moyen de l'irrigation goutte à goutte. L'eau est dans le tuyau et l'eau ne goûte que là où il y a les racines. Donc c'est une irrigation avec précision qui permet de conserver l'eau. L'eau, ça goûte, ce qui fait que l'eau peut aller en profondeur dans le sol et toucher les racines avec une très bonne et une grande profondeur. Donc ce qui fait de l'irrigation goutte à goutte, je suis de ceux qui le pensent, le meilleur système d'irrigation que nous avons ici. C'est une vraie révolution. Ça est en train de changer le visage de l'agriculture au Mali. Maintenant, la parole est à vous. Selon vous, quelles mesures concrètes les pays africains devraient-ils mettre en place pour mieux s'adapter aux effets du changement climatique, comme les inondations par exemple? J'ai posé la question à Maravilia, étudiante à Libreville, au Gabon. Ce qu'il faut, il y a des habitants qui ont construit, ils ont essayé de faire le remblayage. Il y a d'autres qui ont essayé de rénover et de remonter la pente de leur déventure pour empêcher l'eau d'entrer dans leur maison. Mais lorsque quelqu'un se lève et fait ça, celui qui est, c'est-à-dire son voisin qui n'a pas la possibilité de faire ce même remblayage-là, l'eau quitte et vient rester chez lui. Donc c'est pas une solution assez intéressante. Enfin, c'est pas positif en tant que tel. Il faut déjà régulièrement faire la vidange des carnivaux, essayer de construire plus de retenues d'eau, réserver des espaces pour la construction des retenues d'eau, faire une bonne étude
des plans de quartier ou des plans même des villes pour savoir comment construire, comment et où ne pas construire. Et si c'est des zones assez problématiques, savoir aussi comment construire. Mieux penser l'aménagement et l'urbanisation des villes, 2 leviers essentiels pour une meilleure gestion des risques climatiques. L'argument de notre auditrice s'inscrit dans le cadre des villes durables, un concept déjà expérimenté en Europe et en Amérique du Nord, mais qui peine encore à se déployer à grande échelle sur notre continent. C'est un sujet prometteur que nous explorerons sûrement plus en détail dans un prochain épisode. Voilà, c'est la fin de ce 4e épisode de Planète Mongabé. Merci de votre fidélité. Ce podcast a été réalisé par les journalistes de la rédaction de Mongabé Afrique, sur une idée de Juliette Chapalin. Pour le retrouver ou le réécouter, rendez-vous sur les pages YouTube, Facebook, Instagram et LinkedIn de Mongabé Afrique et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt!